Août 1943, Québec. La salle de conférence est lourde de tension. Les doigts du président Franklin D. Roosevelt planent au-dessus d'une carte étalée sur la table, montrant l'une des bases les plus fortifiées du Japon dans le Pacifique. Rabaul. Les 100 000 soldats qui y sont stationnés sont retranchés dans des bunkers à flanc de montagne. Leurs positions sont renforcées par de l'artillerie, des mitrailleuses et les dernières technologies de défense japonaises. Chaque conseiller militaire sait ce qui va suivre. Un assaut, un combat sanglant jusqu'à la mort sur les plages de Nouvelle-Bretagne avec des dizaines de milliers de pertes américaines. Les chiffres sont brutaux. Plus de 30 000 Américains pourraient être perdus en essayant de prendre Rabaul. Et personne ici n'est prêt à signer pour un tel sacrifice sans envisager toutes les alternatives. Au bout de la salle, le général Douglas MacArthur, un homme qui a remodelé la guerre dans le Pacifique, fait glisser une autre carte. Son doigt trace un chemin non pas à travers Rabaul, mais autour. Son plan défie toute doctrine militaire traditionnelle. Il suggère d'isoler la forteresse, non pas par la force, mais par la stratégie, en coupant ses lignes de ravitaillement et en l'affamant. La salle se tait. L'amiral King, un officier chevronné, s'agite sur son siège, visiblement mal à l'aise. Il se penche en avant et conteste l'idée de MacArthur. « Général, vous voulez que nous laissions la forteresse la plus puissante du Pacifique intacte? Rabaul est une forteresse construite pour résister à tout ce que nous pouvons lui lancer. Comment comptez-vous vaincre une base comme celle-là sans l'attaquer directement ?» MacArthur ne bronche pas. Sa voix, calme et ferme, résonne dans la pièce. Nous ne la laissons pas intacte. Nous transformons leur plus grand atout en leur plus grande faiblesse. Les mots tombent avec une finalité tranquille. La stratégie de MacArthur allait changer le cours de la guerre du Pacifique sans un seul débarquement sur la plage, sans un seul assaut frontal. Roosevelt écoute attentivement. La salle attend sa décision. Soutiendrait-il la pensée révolutionnaire de MacArthur ou opterait-il pour la voie plus sanglante et plus traditionnelle de l'attaque directe? La stratégie de MacArthur allait tout changer. Fini les assauts amphibies coûteux. Fini les lourdes pertes. L'objectif, neutraliser l'ennemi sans jamais prendre d'assaut ses portes. La voix de MacArthur rompt le silence, offrant une explication plus approfondie de son plan. Il expose l'opération Cartwheel, une stratégie basée non pas sur une victoire immédiate, mais sur une pression soutenue par l'isolement stratégique. Le but n'était pas de prendre Rabaul par la force, mais de la rendre insignifiante en la coupant de ses voies de ravitaillement et de ses renforts. Le plan était audacieux. Capturer les îles entourant Rabaul, établir des aérodromes et resserrer l'étau. Roosevelt écoute attentivement, son esprit calculant les conséquences à long terme d'une telle approche. La logique de MacArthur est convaincante. Capturer des îles clés comme Bougainville, les îles de l'Amirauté et les îles de l'Amirauté, et étrangler lentement Rabaul par un blocus. Cela affamerait la forteresse, empêcherait les renforts et laisserait les 100 000 soldats à l'intérieur sans nourriture, sans munitions ni carburant. La forteresse conçue pour résister à un assaut s'effondrerait sous le poids de son isolement. L'amiral Halsey est sceptique. « Général, vous nous demandez de jouer avec la vie de milliers de soldats américains. On nous a appris pendant des années que pour vaincre l'ennemi, il faut détruire sa place forte. Si nous laissons Rabaul intacte, nous risquons qu'elle devienne un centre de résistance qui pourrait durer des mois, voire des années. » Mais MacArthur reste résolu, détaillant la vulnérabilité du système de ravitaillement japonais. Rabaul consomme plus de 4000 tonnes de ravitaillement par jour. Nourriture, munitions, carburant, tout cela arrivant par voie maritime et aérienne. En capturant des îles clés entourant Rabaul, les forts américaines contrôleraient les eaux et les cieux, coupant toutes les lignes de ravitaillement possibles. Le plan de MacArthur ne visait pas à détruire Rabaul. Il visait à l'affamer jusqu'à la mort. Imaginez, poursuit MacArthur, le bilan psychologique que cela aura sur l'ennemi. Ils sauront qu'ils sont piégés. Ils sauront que leur empereur ne peut pas les sauver. La garnison sera forcée de se rendre sous le poids de la famine, de la maladie et du désespoir. Et nous ne perdrons pas un seul soldat dans le processus. La salle se tait alors que le poids de la proposition de MacArthur s'impose. C'est un coup de poker, une stratégie qui pourrait éviter les pertes dévastatrices associées au siège traditionnel aux assauts frontaux. Au lieu de submerger Rabaul par la force, la stratégie la ferait s'effondrer sous son propre poids, prouvant au monde que la guerre moderne n'était plus une question de force brute, mais de surpasser l'ennemi en coupant sa capacité à se battre. L'impact psychologique de cette stratégie se répercuterait sur toutes les garnisons que le Japon avait laissées dans le Pacifique. La stratégie de MacArthur se déroule sous la forme de l'opération Cartwheel. Le plan commence en juin 1943 avec des débarquements simultanés dans les îles Salomon et en Nouvelle-Guinée. En novembre, Bougainville sera capturé, mettant les bombardiers américains à portée de Rabaul.
Le génie de l'opération réside dans son approche étape par étape. Au lieu d'un assaut massif sur les défenses fortifiées de Rabaul, MacArthur neutralisera la forteresse en coupant son approvisionnement vital. Une île capturée devient un tremplin. Des aérodromes sont construits, des routes de ravitaillement établies, et les convois japonais sont harcelés par des attaques aériennes incessantes. Alors que le général Marshall exprime ses inquiétudes sur la nature à long terme du plan, la confiance de MacArthur ne faiblit jamais. Il ne s'agit pas seulement de neutraliser Rabaul. Il s'agit d'envoyer un message à toutes les autres garnisons japonaises du Pacifique. Vos lignes de ravitaillement peuvent être coupées à volonté. La salle devient tendue alors que MacArthur détaille les aspects pratiques de son plan. L'isolement de Rabaul prendra 90 jours. Mais la véritable force de la stratégie ne réside pas dans une conquête rapide, mais dans une pression soutenue. Chaque île gagnée resserrera l'étau. Les bombardiers de Guadalcanal commenceront des raids quotidiens sur les aérodromes de Rabaul, rendant lentement la forteresse sans défense. L'amiral Halsey doute de la capacité à maintenir ce blocus sans une résistance écrasante. Et si les Japonais ripostent avec plus de ressources, ils ne peuvent pas simplement être affamés. Ne renforceront-ils pas Rabaul? La réponse de MacArthur est directe. Nous contrôlons la mer et les airs, amiral. Les Japonais ne peuvent pas bouger sans que nous le sachions. L'ampleur de la décision de MacArthur devient plus claire. La victoire ne dépendra plus d'assauts amphibies ou d'invasions sanglantes. Au lieu de cela, ce sera un test sans précédent de guerre logistique. Une bataille pour voir si une forteresse peut être mise à genoux sans jamais tirer un coup de feu de colère. La machine industrielle américaine deviendra le moteur de ce nouveau type de conflit où l'attrition, et non le choc et la stupeur, gagnera la guerre. L'aspect psychologique de la stratégie se fait également jour pour Roosevelt alors que MacArthur parle. En isolant Rabaul, les Japonais seront démoralisés et leur morale s'effondrera sous la pression de l'isolement. Cet élément de guerre psychologique est une pièce essentielle de la pensée de MacArthur. S'ils croient que leur position est intenable, ils se rendront. Roosevelt examine attentivement les détails de l'opération, sachant que si le plan de MacArthur fonctionne, il révolutionnera la façon dont les guerres sont menées et raccourcira peut-être le conflit de plusieurs années. Le concept d'isoler des places fortes sans confrontation directe est révolutionnaire. Mais la question demeure, fonctionnera-t-il aussi parfaitement que prévu? Cette lente stratégie d'attrition s'avérera-t-elle aussi réussie que la théorie le suggère? Le temps le dira, mais la décision de Roosevelt était désormais inévitable. Les rouages de l'opération Cartwheel étaient mis en marche, et l'avenir de la guerre du Pacifique se déroulerait non pas dans des assauts épiques sur les plages, mais dans l'étouffement lent et méthodique des places fortes les plus vitales du Japon. Alors que l'opération Cartwheel s'accélère, l'isolement de Rabaul devient un étau qui se resserre de plus en plus. En décembre 1943, les premiers raids de bombardement importants commencent sur Rabaul, en commençant par les aérodromes de Bougainville. Les bombardiers américains, volant depuis des bases nouvellement établies, cible le port et les aérodromes de Rabaul. L'intensité des raids reflète la stratégie plus large. Bombardez les routes de ravitaillement et vous affamez l'ennemi de sa source de vie sans vous engager dans un combat direct. Ces raids, bien que dévastateurs, ne sont qu'une partie du tableau d'ensemble. Le coup de maître de MacArthur est le bombardement continu de l'infrastructure de l'île. Chaque frappe perturbe les opérations japonaises, coupant les expéditions de ravitaillement et brisant leur volonté de se battre. Les navires transportant des ressources vitales telles que le carburant, la nourriture et les munitions sont interceptés par des avions américains, causant des revers logistiques massifs pour la garnison japonaise. Rabaul, autrefois considéré comme une place forte invincible, fait maintenant face à des bombardements et à des blocus incessants. Les routes de ravitaillement japonaises, autrefois très actives, sont lentement démantelées par les forces américaines. Les attaques sous-marines ciblent les navires marchands qui tentent de contourner le blocus, tandis que les raids aériens paralysent les installations portuaires. Le siège prend forme. Pour la garnison japonaise de Rabaul, la vie devient une lutte quotidienne pour la survie. L'optimisme initial des commandants japonais commence à s'éroder alors que la réalité de l'isolement s'installe. La reconnaissance aérienne montre la dégradation progressive des forces japonaises. Les pénuries de carburant se font sentir quelques semaines après la mise en œuvre du blocus. Les avions sont cloués au sol et ceux qui volent encore sont de plus en plus vulnérables aux intercepteurs américains. Les navires de ravitaillement qui parviennent à passer le blocus sont trop peu nombreux et trop espacés. Les rations se raréfient et en janvier 1944, les troupes japonaises sont confrontées à une grave malnutrition. Les approvisionnements frais de médicaments, de nourriture et même d'équipements de base diminuent. La forteresse autrefois puissante commence à montrer des fissures dans son armure. En réponse,
Les commandants japonais, dirigés par le général Imamura, réalisent qu'ils sont confrontés à quelque chose qu'ils n'avaient jamais prévu. Une attrition lente et méthodique qui finirait par les briser même sans une invasion américaine. Rabaul, avec ses fortifications massives, devient une prison et les soldats à l'intérieur de ses murs sont en train d'être affamés. La pression psychologique commence à s'accumuler. Le moral des troupes commence à chuter. Les désertions augmentent et de nombreux soldats, poussés au désespoir, se tournent vers des jardins de fortune et la récupération pour survivre. Le blocus américain et les bombardements continus ne sont pas seulement des tactiques militaires. Ce sont une guerre d'usure visant à briser l'esprit de la garnison japonaise. La forteresse qui était censée être impénétrable devient un symbole d'inévitabilité pour les forces japonaises piégées à l'intérieur. La défaite n'est plus seulement une préoccupation tactique. C'est devenu une question de temps. En mars 1944, l'isolement de Rabaul est presque complet et les forces japonaises qui y sont piégées sont au bord de l'effondrement. La stratégie de MacArthur, consistant à couper la forteresse du monde extérieur, s'est avérée d'une efficacité dévastatrice. La combinaison de raids de bombardement, de blocus sous-marins et de la capture systématique des îles environnantes a paralysé la capacité de Rabaul à fonctionner comme un atout stratégique pour le Japon. Alors que les forces américaines sécurisent des aérodromes à Bougainville, en Nouvelle-Bretagne et en Nouvelle-Guinée, la garnison japonaise de Rabaul devient de plus en plus marginalisée. La réalité quotidienne de la pénurie commence à faire des ravages. L'infrastructure militaire autrefois dynamique de l'île n'est plus qu'une ombre d'elle-même. Les avions de remplacement n'arrivent pas et les navires japonais sont continuellement interceptés avant de pouvoir décharger leurs cargaisons essentielles. Les défenses fortifiées qui semblaient autrefois impénétrables sont lentement rendues inutiles. Le système de défense aérienne japonais à Rabaul est le premier à s'effondrer. Les pilotes de remplacement sont rares et la plupart des équipages expérimentés ont été tués ou réaffectés à d'autres fronts. La flotte d'Imamura a été coupée du ravitaillement, le laissant avec moins de 100 avions opérationnels contre plus de 300 quelques mois plus tôt. Les B-24 Liberator et les B-17 Flying Fortress bombardent Rabaul avec une fréquence croissante, ciblant tout des quais d'expédition aux pistes d'atterrissage, diminuant encore la capacité des forces japonaises à monter une résistance significative. L'artillerie côtière de Rabaul, autrefois capable de couler des navires à des kilomètres de distance, est de plus en plus inefficace en raison du manque de munitions et du personnel surchargé. Les récifs coralliens et la domination aérienne américaine continuent rendre impossible pour les navires japonais d'approcher même le port sans risquer l'anéantissement. Les chaînes d'approvisionnement sont coupées et les troupes japonaises à l'intérieur sont laissées à elles-mêmes avec le peu qu'elles ont. Les maladies tropicales comme le paludisme, la dysenterie et le beriberi commencent à se propager de manière incontrôlable, diminuant encore la capacité de combat des défenseurs de Rabaul. Le déclin moral des soldats à l'intérieur de Rabaul devient de plus en plus évident. Des soldats qui étaient autrefois prêts au combat luttent maintenant juste pour survivre. Avec des réserves de nourriture qui diminuent et des soins médicaux pratiquement inexistants, les rations sont sévèrement réduites, de nombreux soldats vivant de riz rassis ou de légumes cueillis. La pire partie de cet isolement est le bilan psychologique. Les soldats n'ont aucune idée de quand ou s'ils seront relevés, et les bombardements quotidiens ont créé un environnement de peur constante. Les navires de ravitaillement qui parviennent à passer sont de plus en plus attaqués par des bombardiers et des sous-marins américains. Le commandement militaire japonais à Tokyo commence à réaliser que la forteresse de Rabaul n'est plus une base viable pour d'autres opérations dans le Pacifique. Ce qui avait été autrefois la place forte la plus stratégiquement importante du Japon est maintenant un poids mort, drainant des ressources qui pourraient être mieux utilisées ailleurs. Le général Imamura, autrefois fier défenseur de la forteresse, est confronté à la dure réalité de sa situation. Ses forces sont affamées, malades et démoralisées. La force de la garnison continue de diminuer alors que les désertions augmentent et que la discipline commence à se relâcher. Pourtant, malgré ces chances écrasantes, Imamura garde l'espoir que des renforts viendront, même si la situation devient de plus en plus désastreuse. Pour les soldats de Rabaul, chaque jour passé sous le siège est un rappel de leur impuissance face à la force croissante des forces aériennes et navales américaines. Alors que la stratégie d'isolement de MacArthur continue de resserrer son emprise sur Rabaul, l'effondrement psychologique et physique de ses défenseurs signale l'inutilité ultime de résister à la puissance combinée de la puissance logistique et de la patience stratégique américaine. Ce qui avait été autrefois la plus forte forteresse du Japon étouffe maintenant sous le poids de son isolement et la fin est inévitable. En mars 1944, le siège de Rabaul était entré dans sa phase finale. La forteresse autrefois imposante avait été systématiquement isolée par la stratégie de contournement de MacArthur. La garnison japonaise,
qui comptait autrefois plus de 100 000 soldats, était maintenant réduite à une fraction de sa force d'origine, beaucoup souffrant de malnutrition sévère, de maladies et de fatigue psychologique. Malgré cela, il s'accrochait toujours à l'espoir de renforts éventuels. Mais les lignes de ravitaillement avaient été complètement coupées et aucune aide n'arrivait. Dans les mois qui ont suivi, les défenses japonaises autour de Rabaul, telles que les aérodromes et l'artillerie côtière, ont été soumises à des raids de bombardement incessants de la part de bombardiers américains. Chaque frappe, qu'elle provienne de B-24 Liberator ou de B-29 Superfortress, a encore dégradé leur capacité à fonctionner. Le bombardement continu a fait des ravages sur leur infrastructure déjà fragile, avec des installations portuaires et des aérodromes vitaux détruits. Le bilan psychologique sur les soldats japonais était immense car ils ne pouvaient faire que peu de choses, si ce n'est attendre le prochain raid aérien, impuissants à riposter ou à arrêter la destruction venue d'en haut. Les pénuries de ravitaillement se sont aggravées. Le riz était rationné à quelques poignées par jour et les médicaments se sont épuisés, laissant les soldats vulnérables à des maladies comme le paludisme, la dysenterie et le typhus. Malgré le nombre croissant de morts par famine et maladie, la discipline dans les rangs japonais est restée relativement intacte. Les soldats ont continué à se battre, non pas dans l'espoir de la victoire, mais par loyauté envers leur empereur et un sens du devoir qui transcendait les circonstances désastreuses dans lesquelles ils se trouvaient. Même alors que les forces américaines continuaient de se rapprocher de Rabaul, la résolution défensive japonaise est restée forte. Le général Imamura, le commandant des forces japonaises à Rabaul, a continué à renforcer la conviction que la reddition n'était pas une option, malgré les signes croissants de défaite inévitable. Ses instructions à ses troupes étaient claires: tenir le plus longtemps possible et maintenir l'honneur des forces impériales, même si la situation devenait de plus en plus désespérée. En mars 1944, les défenses de Rabaul ont commencé à s'effondrer sous le poids de la stratégie de contournement de MacArthur. La forteresse, autrefois symbole de la puissance japonaise, est maintenant un handicap, coupée des renforts et des ravitaillements. La supériorité aérienne détenue par les Américains rend impossible pour les convois japonais de réapprovisionner la forteresse. Et les raids de bombardement incessants ont laissé les aérodromes de Rabaul en ruine. La garnison japonaise autrefois puissante, qui comptait plus de 100 000 soldats au début du siège, est maintenant réduite à moins de 30 000 hommes capables de combattre. Les soldats piégés à Rabaul, confrontés à la famine, à la maladie et à la tension psychologique, sont passés de combattants d'élite à des survivants. Leurs lignes de ravitaillement étant coupées, ils luttent pour s'adapter. Des potagers sont plantés dans des cratères de bombes et des matériaux récupérés sur des avions accidentés sont utilisés pour des outils de base. Le moral est au plus bas. Des soldats autrefois dévoués à la défense de leur empereur remettent maintenant en question le but de leur combat. En mars 1944, la supériorité aérienne et le blocus ont fait des ravages. L'impact psychologique des bombardements et de l'isolement constant est clair. Les soldats deviennent plus désespérés alors que leur efficacité au combat diminue. Imamura, maintenant pleinement conscient du sort de la forteresse, continue d'envoyer des messages désespérés à Tokyo. Mais le haut commandement japonais reste inconscient de toute l'étendue de l'isolement. Alors que Rabaul suffoque de l'intérieur, Imamura et ses hommes sont contraints de faire face à la dure réalité. Leur plus grande défense est maintenant leur plus grande vulnérabilité. Ce siège isolant a montré que la guerre moderne ne consiste pas à détruire des places fortes, mais à une attrition stratégique. Étrangler l'ennemi de l'intérieur. La forteresse autrefois impénétrable est devenue une prison, condamnée par la brillante stratégie de contrôle aérien et maritime de MacArthur. Le siège de Rabaul prouve qu'à l'ère de la guerre moderne, ce n'est pas la position la plus forte qui l'emporte, mais celle qui est capable de couper la source de vie de son adversaire. En juin 1945, le sort de Rabaul est scellé. Le génie stratégique de la stratégie de contournement de MacArthur a isolé la forteresse pendant 22 mois, et ses défenses autrefois formidables ont été réduites à une coquille vide. Le moral des Japonais a chuté et la forteresse, autrefois conçue pour résister à toute attaque, s'est transformée en un énorme fardeau pour le Japon. Sans approvisionnement frais et avec des renforts minimes, la garnison de Rabaul vit de rations de famine, comptant sur tout ce qu'elle peut récupérer. L'environnement environnant, qui aidait autrefois la défense japonaise, est devenu un ennemi en soi, car le terrain inhospitalier, aggravé par la maladie et la tension psychologique, fait des ravages sur le corps et l'esprit des soldats. Le 6 août 1945, après 22 mois d'isolement, le général Imamura est contraint d'envoyer une demande de reddition par des voies neutres. Le message en dit long sur l'échec complet de la position militaire du Japon. Imamura admet que les munitions ne dureront que 3 jours de plus, que les fournitures médicales sont presque épuisées et que les rations alimentaires ne peuvent subvenir aux besoins des soldats restants que pour 2 semaines de plus.
Malgré les bombardements incessants et une dégradation lente et douloureuse de leur capacité de combat, les soldats de Rabaul, liés par l'honneur, résistent jusqu'à la toute fin, ne montrant aucun signe de reddition jusqu'à ce que l'ordre de leur empereur soit entendu. Les soldats de Rabaul ne sont pas morts dans une bataille glorieuse. Au lieu de cela, ils ont succombé à la malnutrition, à la maladie et à l'épuisement. Ce ne sont pas les blessures de guerre d'une mort héroïque. Ce sont les morts brutales et silencieuses d'une guerre d'usure. Le sentiment d'être oublié par le Japon et le monde extérieur a eu un lourd tribut sur leur santé mentale. Sans aucune perspective de secours et sans issue, les soldats montrent des signes de traumatisme psychologique similaires aux SSPT modernes. Pourtant, malgré la souffrance, leur discipline reste ferme. Leur loyauté envers l'empereur reste intacte même s'il meurt de faim. Le siège de Rabaul a eu des conséquences profondes sur la guerre et l'armée japonaise. L'utilisation réussie de la puissance aérienne et de la logistique pour isoler une place forte majeure sans assaut direct a révolutionné la stratégie militaire. La stratégie de MacArthur a prouvé que l'attrition par le blocus pouvait être aussi dévastatrice qu'un conflit direct, et elle a remodelé la doctrine militaire américaine pour les années à venir. Le siège de Rabaul a démontré qu'une force militaire moderne pouvait vaincre un ennemi redoutable sans sacrifier des milliers de vies. Après la guerre, les vétérans japonais qui avaient survécu au siège se sont souvenus de l'impact de la stratégie de MacArthur. Ils ont réalisé la gravité de la puissance industrielle et de la supériorité logistique de l'Amérique et comment cela avait transformé leur plus grande place forte en un handicap stratégique. Même l'empereur Hirohito a reconnu que la pénurie de ressources du Japon et son incapacité à s'adapter à la guerre moderne ont conduit directement à leur chute. L'héritage de Rabaul a perduré dans la théorie militaire et la planification stratégique bien après la guerre froide. Les tactiques de blocus mises au point dans le Pacifique ont été appliquées aux conflits futurs, démontrant que la guerre moderne avait évolué au-delà des tactiques de siège traditionnelles. La capacité d'affamer un ennemi tout en maintenant des pertes minimales est devenue un élément essentiel de la doctrine militaire américaine, influençant les futurs conflits militaires. En fin de compte, la reddition de Rabaul n'a pas été une victoire traditionnelle. Ce fut le résultat de la patience, de la précision et de l'isolement stratégique. Un témoignage de la nature évolutive de la guerre à l'ère moderne.